du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Jean-Pierre Fabre, Diri Tama, voilà quelques-uns de ceux qui font l'actualité nationale. À l'étranger, on peut ajouter Blaise Compaoré. Ce week-end est celui des premiers grands départs pour les vacances de l'Europe ou des Amériques. Plusieurs de nos compatriotes ont commencé par allier Lomé. Chacun espère y passer de très bons moments. Mais il y a cette question, ces vacances seront-elles juste des moments de réjouissance et de fête, puisque depuis quelques jours, la nouvelle progression de la Covid sur le vieux continent fait tache d'huile au Togo, où les contaminations ont repris timidement leur marche en avant. La Covid refait parler d'elle, y compris autour de la saison des fêtes traditionnelles. Les premières célébrations de ces fêtes ont commencé depuis ce samedi en pays Cavier, là-bas. Les luttes et voilà livrent leurs premiers résultats. Les combattants se donnent à cœur joie après 2 ans de silence dans les cantons et dans les communes. Si c'est la fête dans les communes de la Cosa, ailleurs, ce sont des interrogations, notamment dans le Golfe 4 et au-delà. C'est publiquement que le maire Jean-Pierre Fabre a dit récemment sa colère, morceau choisi. Ce qui se fait au Togo comme décentralisation est une blague. Si on veut s'amuser à nous rendre complices d'une décentralisation frelatée, je ne participerai pas à ça. Dans le contexte de la décentralisation, le PAM est une entité illégale. Fin de citation. Comment comprendre une telle colère? Est-elle justifiée ou participe-t-elle juste à la politique politicienne? Aux critiques du maire s'invitent des réponses du pouvoir. Jeudi, le président Fagne Gnassingbe a signé 2 décrets. L'un précise que l'adressage des voies et places est une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales. L'autre porte sur les modalités de destitution d'un maire ou de président du conseil régional. Le processus de décentralisation au Togo vient-il de connaître une nouvelle avancée ou est-il juste placé sous une épée de Damoclès suspendue sur sa tête? Dans plusieurs communes du pays, maires et conseillers municipaux, ministère de l'administration territoriale et structures déconcentrées ne sont pas toujours du côté de la loi. Il la viole comme parfois une femme. Cette semaine, c'est du viol d'une des filles de l'ancien Premier ministre Saguebe Kodjo qui est mise sur la place publique. Les faits se seraient produits le dimanche 26 juin dernier. Qui pourrait se cacher derrière ce qui serait une atteinte aux droits de l'homme, ou mieux, aux droits de la femme? Depuis quelques années, ces droits ont évolué au point de consacrer plusieurs compétitions sportives aux femmes. C'est le temps de l'Euro féminine en Angleterre. C'est aussi le temps de la CAN des dames au Maroc. Cette semaine, les éperviers ont résisté aux lions indomptables. Continuons à croire en elles, écrira le président du Net, mais elles n'iront pas plus loin. Comme un athlète, Diri Tama n'a pas hésité à suspendre 2 de ses cadres. La politique, c'est aussi le retour au pays de Blaise Compaoré. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12. C'est l'adjointe au maire de Golfe 4, Maître Isabelle Améganvi, également vice-présidente de l'ANC, qui est notre invitée du jour. La tradition du D12, dans 45 minutes, au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde de l'émission est assurée par Bouga Koudouyor. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Atiobé. C'est la première fois que vous venez au D12. C'est vrai, c'est la première fois que je viens à Radio Pyramide. C'est bizarre, ça m'a fait tout drôle parce que j'ai pour l'habitude de faire le tour de toutes les stations de radio et autres. Mais c'est vrai, c'est la première fois. C'est mon baptême de feu au D12. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. Surtout plusieurs prochaines fois. Ben je compte sur vous. Vous voyez, quand vous m'invitez, je suis toujours présente. Ok, on vous invitera de plus en plus. Pour commencer, je me demande, vous êtes présidente, vice-présidente de l'ANC, vous êtes adjointe au maire ou encore vous êtes avocate, donc maître. Et lequel de ces titres-là vous préférez le plus? Oh, il n'y a pas de préférence entre... Déjà que je déteste les titres. Vous savez, au Togo, nous avons une vilaine habitude de nous bombarder de docteurs, professeurs, etc. Mais pour ce qui est de ma profession, je suis obligé de porter le titre de maître parce que l'auxiliaire de justice que je suis, c'est comme ça, c'est dans notre déontologie. Au niveau de la mairie, je suis première adjointe au maire lorsque je me trouve là-bas. Et puis à l'ANC, je suis vice-présidente, deuxième vice-présidente de l'ANC, lorsque je me trouve également à l'ANC. Est-ce que c'est pas lourd tout ça à porter? Oui, c'est lourd, mais bon, j'ai choisi de le faire et c'est vrai, c'est difficile de porter toutes ces casquettes, mais c'est un choix de vie
et je l'amène autant que faire se peut avec les forces et la volonté dont je dispose. Oui, il a porté toutes ces charges ou toute cette charge depuis des années, puisqu'on vous a découvert sur la scène publique, ça fait des années. C'est une scène, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de votre profession, ou même également au niveau des mairies, un monde dominé par les hommes. Vous êtes quand même une des rares femmes à être là depuis. Est-ce que c'est facile d'être dans ce monde des hommes? Je dirais qu'au Togo, ce n'est pas facile parce que les gens ont l'habitude de dire que bon, une créature de Dieu qui ne fait pas, excusez-moi le terme, pipi comme un homme, est classée pas au devant de la scène. Hein. Habituellement, c'est là où on veut la retrouver. La femme à la cuisine et faire des grosses et tout le reste. Mais moi, j'ai la chance d'évoluer dans un domaine, je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est ma personne qui fait faire des choses comme ça, mais ce que je remarque, c'est que j'évolue dans des atmosphères où on sait me donner ma place. Et souvent, ce n'est pas une place telle que je l'ai décrite tout à l'heure à la cuisine ou derrière la scène. Je veux dire, au niveau de l'ordre des avocats du Togo, vous savez, il y a des femmes avocates. Avant que moi je ne vienne au barreau en 1994, il y avait déjà des femmes de renommée. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, le barreau regorge de beaucoup de femmes qui font leur travail aussi bien que les hommes, pour ne pas dire des fois mieux que les hommes. Et donc, à ce niveau-là, nous n'avons aucun problème. Je n'ai aucun problème lié à mon sexe ou bien lié au genre. Également, au niveau de l'ANC, c'est vrai qu'au niveau de l'ANC, c'est la politique, c'est un monde d'hommes et autres, mais j'y ai ma place et j'y ai ma place au même titre que les hommes, à égalité que les hommes. Et des fois même, j'ai des occupations qui me dépassent et auxquelles même, moi-même, je me débine. C'est-à-dire que il m'est demandé souvent d'intervenir dans des domaines où, bon, je me dis, bon, je n'y pourrais pas, je ne pourrais pas, je laisse la place à quelqu'un d'autre, etc. Sinon, à l'ANC, une place de choix est réservée aux femmes. D'ailleurs, c'est de grandes militantes qui animent le parti. Et donc, je n'ai pas de problème là-bas non plus. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la mairie, bon, je me retrouve avec mon président national au niveau de la ANC, M. Jean-Pierre Fabre, qui n'a aucun problème de ce genre-là et qui, lui, privilégie plutôt la compétence que les considérations liées au sexe et autres. Et donc, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes compétent, si vous faites bien votre travail et autres, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de la mairie, de la commune du Golfe 4 aussi, je n'ai pas de problème à ce niveau. C'est vrai, c'est difficile. Faire la politique, surtout dans l'opposition au Togo, est en général difficile. Mais que ça soit difficile du fait de mon sexe, je ne le crois pas. Enfin, moi, je ne le subis pas ainsi. Je subis seulement les difficultés liées au fait de faire la politique au Togo dans l'opposition. On a constaté quand même que politiquement, il y a une promotion qui est faite de plus en plus de la femme. La dernière fois en France, une femme a été nommée Premier ministre. On sait qu'au Togo, le Premier ministre, c'est une femme. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est également une femme. Et puis, il y a cette question, si demain le pouvoir devenait à être conquis par les femmes, certains pensent qu'elles seraient mieux que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, je crois que c'est parce que, sûrement, qu'elles donnent la vie. Elles sont plus déterminées. Bon, je fais partie de cette catégorie, je suis une femme. Elles sont plus déterminées et elles sont plus sérieuses au travail. C'est ce qu'on remarque la plupart du temps. Bon, maintenant, à partir de là, les cataloguer, parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que dans les associations,
on a l'habitude, on leur laisse jamais le poste de présidente, mais de trésorière, parce qu'on estime qu'elle s'occupe bien. Elle n'a pas pour habitude de mettre la main dans la caisse, etc. Elle gère bien les choses et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que j'estime qu'une femme présidente d'une association peut bien faire, peut même mieux faire qu'un homme à ce même poste. Mais bon, ceci dit, je crois que du fait que elle donne, parce que c'est une créature spéciale, hein, créée par Dieu, la femme. Et quand vous voyez un peu dans la Bible spirituellement comment la femme a été créée et tout ça, vous comprenez que Dieu y a mis le plus grand soin. Et c'est peut-être à partir de là que bon, tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle fait, la distingue par rapport à son... j'allais dire à son je voulais utiliser le terme d'accompagnateur, mais c'est pas totalement ça, qui est l'homme. Bon, mais ceci dit, la femme, elle est femme parce qu'elle se fait. Elle doit se faire aussi. Et surtout, arriver à faire en sorte que le fossé qu'on a, on a essayé pendant tout le temps, par la culture, par le vivre ensemble, de mettre entre elle et l'homme, de faire en sorte de combler ce fossé. Et je crois que c'est ce que essayent de faire les femmes qui sont des leaders, bon, des modèles dans la société. Vous avez parlé de Premier ministre, de ministre, etc. Encore que, bon, ces nominations-là, moi, je n'y fais pas tellement foi parce que c'est essentiellement politique. Bon, que cela... Bon, maintenant, sur la compétence, ça, c'est le président de la République qui nomme. Et donc, c'est lui qui sait... bon, mais elles sont là, pour le cas spécifique du Togo, elles sont là depuis quelques temps. Sans doute mais, que vous les regardez faire. Oui, est-ce qu'elles vous donnent de la satisfaction? Non, bon, je veux dire, elles sont en train de mettre en place la politique d'un gouvernement que moi je combats. Je suis de l'opposition. Et donc, moi, je ne combats pas parce que elles sont femmes, ou bien je ne peux pas ne pas combattre parce qu'elles sont femmes. Non, je combats une politique sur laquelle je ne suis pas d'accord. Et donc, que cette politique-là soit exercée ou soit mise en œuvre par une femme ou par un homme, c'est le principe même, c'est la gouvernance même qui fait l'objet de mon opposition. Et donc, à partir de là, bon, que ça soit par une femme ou par un homme, peu importe. Vous ne trouvez pas de circonstances atténuantes? Non, ce n'est pas une question de circonstances atténuantes. C'est une question de combattre un système sur lequel je ne suis pas d'accord ou sur la base de laquelle le développement, je conçois que le développement du pays ne se fait pas. Et donc que ce système-là soit exercé par une femme. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure que nous, ce n'est pas tellement à l'ANC, ce n'est pas tellement au sexe que nous pensons ou au genre, mais plutôt à la compétence ou à la manière de faire en sorte que le changement intervienne, que la démocratie pour laquelle nous tous nous battons arrive et que ça soit transcrit dans la vie de tous les jours de tous les Togolais. Nous allons continuer par parler de femmes et nous allons avoir votre position brièvement sur trois faits qui touchent les femmes. D'abord, la présence des femmes du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette présence s'est arrêtée ce samedi avec la défaite devant l'équipe de la Zambie. L'équipe du Togo, composée de très jeunes filles, a résisté cette semaine à l'équipe du Cameroun. Ça a soulevé beaucoup d'enthousiasme dans le pays. Un mot de cette présence du Togo à une compétition majeure sur le continent africain. Une présence qui a donné encore de faux espoirs aux Togolais. Exactement comme bon, cela s'est passé avec les hommes, les éperviers tout dernièrement et autres. Pour les femmes aussi, d'abord, lorsque vous êtes femme, vous êtes fière déjà que le Togo ait pu aller jusque-là dans le domaine du football au féminin. Mais l'espoir a été de très courte durée. Et ça m'amène à affirmer qu'il faut repenser tout ça, il faut repenser le sport.
au niveau du Togo pour que l'espoir que les Togolais, et on a l'air de croire que c'est sur ça que nous tous nous entendons. Tous les Togolais s'entendent sur le football et autres. Il n'y a pas de divergence entre les Togolais. Bon, les Togolais, qu'on soit de femmes ou hommes, bon, semblent aimer le football, et si c'est ça qui peut donner de l'espoir, il faut le repenser et faire en sorte que ça ne soit pas toujours des faux espoirs, que ça soit les éperviers masculins ou féminins, pour que bon, le nom du Togo revienne, quoi. Comme cela l'a été il y a quelques années avec Cheyi Adebayor et autres qui ont porté très haut le flambeau du Togo. Le deuxième sujet impliquant les femmes, ce sont des femmes commerçantes qui ont récemment trouvé la mort dans un accident à Bako. Certaines des victimes ont commencé par être inhumées. Ce samedi, il y a certaines de ces victimes qui ont été inhumées, notamment dans la préfecture de Vaud. Une réaction? Consternation, parce que vous avez parlé de la femme, et la femme togolaise principalement, battante, qui lutte sur tous les plans pour faire vivre sa famille, vivre son ménage. Elle est tout le temps sur les routes, elle est partout en train de se battre au quotidien pour sa survie et autres et tout ça. Et ça amène aussi à s'interroger sur la sécurité routière, parce que il n'y a pas eu que cet accident. C'est vrai que cet accident-là a été assez grave, beaucoup de morts et tout le reste, mais ça pose le problème global de la sécurité routière, de la sécurité tout court dans notre pays, et du contrôle sur les véhicules, parce que nous a-t-on dit c'était un véhicule dont les deux pneus avaient éclaté, le chauffeur a perdu le contrôle et qui a mis ce véhicule-là dans le ravin et donc ôté la vie à ces femmes-là. Je voudrais d'entrée m'incliner devant la mémoire de ces braves femmes tombées dans la recherche des solutions à leurs problèmes quotidiens, et inviter tous les acteurs concernés par ce problème à prendre le problème à bras le corps et à faire en sorte de nettoyer nos routes. Quand je dis de nettoyer nos routes, c'est tant sur le problème de l'entretien des routes, que sur le problème de la surveillance des véhicules mis en circulation qui doivent répondre aux normes de sécurité et qui ne doivent pas permanemment mettre en danger la vie de nos populations. Et puis le troisième sujet concerne cette allégation concernant une affaire de viol perpétrée sur une des filles de l'ancien Premier ministre Aguilar Kodio. C'est lui-même qui l'a révélé cette semaine. La fille et son mari avaient été entre-temps cambriolés. Une réaction? Je l'ai appris, mais j'avoue que jusqu'à présent, j'ai de la peine à croire qu'une aberration pareille puisse se passer dans notre pays. Je n'ai pas pour habitude d'intervenir sur un sujet que je ne maîtrise pas encore. Je n'ai pas les éléments pour savoir véritablement si ça avait été passé, mais lorsque on parle de viol, bon, tout à l'heure vous avez dans votre introduction, mais je dis que c'est dans le code pénal, et ça c'est pas des formations professionnelles, c'est un crime. Ce n'est ni une contravention ni un délit, c'est un crime. Ça veut dire que c'est d'une gravité extrême dans l'échelle des infractions. Et lorsque bon, cela se passe dans les conditions qu'on décrit sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, les réseaux sociaux aussi disent des choses et tout ça, mais s'il s'avère que cela s'est réellement passé, je dis, nous avons un sérieux problème dans notre pays, et ce problème-là, j'espère que les autorités compétentes qui sont chargées de diriger, de diligenter les enquêtes et autres feraient ces enquêtes-là, et que ceux qui seront reconnus coupables d'une telle abomination
seront sanctionnés à la rigueur de la loi et que dans tous les cas, c'est une infraction qui vous bousille complètement une personne humaine, et des choses comme ça dans notre pays, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent être aucunement tolérées. Donc c'est avec consternation que j'ai lu ces informations sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas la confirmation encore, mais s'il s'avère que c'est vérifié, nous avons de sérieux problèmes, et j'espère que les autorités de ce pays prendront la mesure de la gravité de la chose et s'apprêteront à diligenter toutes les enquêtes idoines et à pouvoir arrêter les coupables et à les sanctionner dans la rigueur de la loi. Merci. Après ces détours, venons donc à un des sujets qui agite le processus de décentralisation ces derniers jours au Togo, à savoir la question de l'adressage des rues. D'autres questions connaissent aux mairies. Première question, vous venez de Golfe 4. Quelle est la situation géographique de votre commune? Alors, bon, le Golfe 4 a été découpé d'une manière assez complexe. La situation géographique, c'est que Golfe 4 est composé de 27 quartiers. Je dirais essentiellement de l'ancienne ville, de la vieille ville de Lomé, qui compte les quartiers comme Koyo-Yakope, Nikonakwe, Anukope, Adobukome, Adaoulato et autres, le centre-ville, et qui monte jusqu'à vos studios ici et s'arrête au niveau de la Villa Corto, puisque Beklikame, qui fait partie des 27 quartiers de Golfe 4, est là-dedans. Et donc, au sud, ça part de Koyo-Yakope, de la frontière de Koyo-Yakope vers le carrefour du Festival des Glaces. Ça, c'est sur le littoral. Et donc, c'est une commune côtière. Il partage la plage avec le Golfe 1, le Golfe 6, Lac 1 et autres. Et puis, ça monte vers le boulevard pour englober le quartier de Koyo-Yakope le quartier de Anukope sans le camp RIT, qui se retrouve dans Golfe 4, remonte vers Badago et autres, puisque Badago aussi fait partie de la commune du Golfe 4, et donc vient à Tikoumé, Beklikame et autres. Bon, c'est un découpage assez alambiqué qui donne une forme assez atypique. Et puis, de là aussi, ça va jusque au niveau du collège Strebler. Vous voyez, Agora Senghor, pour aller vers l'aéroport. Et donc là-bas, le Golfe 4 est limitrophe du Golfe 1 et du Golfe 2 à ce niveau. Et donc, ce découpage-là fait que la commune du Golfe 4 a pour commune limitrophe le Golfe 1, le Golfe 2, le Golfe 3 et le Golfe 5. Donc voilà à peu près la situation géographique du Golfe 4. C'est clair que ce n'est pas juste après cette description qu'on peut avoir une idée globale de cette commune-là. Mais il y a quelque chose qui m'a retenu mon attention. Quand vous êtes arrivé au niveau du Festival des Glaces, vous prenez le boulevard. Entre-temps, ce boulevard a été au cœur d'une polémique. Ce boulevard, on connaît, son nom c'est le boulevard du 13 janvier, mais vous avez décidé de l'appeler désormais le boulevard Sylvanus Oneto, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, d'une part, l'adressage, il s'agit de ça, l'adressage qui est entendu de la dénomination, la nomination, l'élargissement, le rétrécissement, la fermeture, l'ouverture de rue, c'est ça qui est contenu dans le mot adressage. Et donc, la loi sur relative à la décentralisation, sur la base de laquelle fonctionnent les communes, donne compétence propre aux communes d'adresser, article 82. Et donc, c'est sur la base et l'application de cet article-là que la commune du Golfe 4 a décidé d'adresser les voies
de son territoire communal. Et je rappelle que cet adressage-là avait commencé sous Lomé Commune, l'ancienne délégation spéciale, et était arrêté. On avait arrêté en chemin lorsque il y avait eu les élections locales et que donc passation de pouvoir a été faite entre les délégations et les nouvelles communes élues. Et donc, la loi sur la décentralisation donne compétence propre aux communes d'adresser. Et donc, la commune du Golfe 4, après avoir accompli certaines missions qui relèvent de sa compétence, tant propre que partagée ou autre, que lui confère cette loi-là, a décidé, son conseil municipal a décidé à un moment donné, compte tenu d'un certain nombre de remarques, par exemple, de courriers que nous recevons de nos populations sur le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec les nouveaux noms qui ont été donnés. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ancienne Lomé Commune a commencé l'adressage et a changé des noms et autres. Et donc, qui nous ont écrit en nous disant, mais l'adressage relève de la compétence propre de la commune et tout ça. Bon, nous, on a une rue qui s'appelle par exemple la rue Cuclu, qui s'appelait avant par un autre nom qui avait de la signification pour nous, mais entre-temps, pour des raisons que nous ignorons, on a changé ce nom. Par exemple, il y a une rue qui s'appelle rue Jacob Adjalé. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le territoire de Lomé appartient essentiellement aux gens de Baie, aux Aplaou et autres, et que leur aïeul, c'est le aïeul qui s'appelle Jacob Adjalé. Et donc, cette rue-là passe dans le quartier de Nironakwe. Et les terres qui sont là-bas appartiennent d'origine à cette collectivité-là. Et donc, cette rue s'appelait rue Jacob Adjalé. Entre-temps, on l'a changé en rue Bassar. Donc, les populations se posent la question de savoir, mais pourquoi rue Bassar? Est-ce que, bon, il y a un Bassar qui a habité cette rue-là? Est-ce que, bon, à supposer même qu'un Bassar ait habité cette rue, est-ce que, bon, il faut lui donner le nom de rue Bassar en lieu et place des fondateurs, en lieu et place du propriétaire originel qui est Jacob Adjalé? Bon, les gens se sont posé cette question. Maintenant, en ce qui concerne le boulevard sur lequel vous posez la question, ce boulevard-là a gardé sa dénomination de boulevard du 13 janvier. Or, vous savez qu'il y a eu un processus de réconciliation, la CVJR et autres, où on avait décidé tous ensemble de ne plus ressusciter ou bien de ne plus continuer à honorer les dates et les faits qui fâchent. Et les faits qui ont contribué à diviser drastiquement les Togolais. Et donc, parmi ces faits-là, il y a le 13 janvier qui est la date de l'assassinat du premier président togolais démocratiquement élu, qui est M. Sylvanus Olympio, qui s'est battu pour avoir l'indépendance du pays. Et donc, c'est ce jour-là que le président Sylvanus Olympio a été assassiné. Pendant longtemps, cette date a été célébrée et on l'appelait d'ailleurs date de la libération du Togo, l'assassinat du premier président du Togo et autres. Et donc, la CVJ a trouvé qu'il n'était plus normal de célébrer une telle date. Parce que vous vous rappelez, à l'époque, le 13 janvier, c'était des défilés grandioses qui se passaient. Et de telle manière que même la date du 27 avril, qui est la date de l'indépendance du Togo, n'était même plus célébrée. C'était le 13 janvier qui était célébré à la place et autres. Et donc, avec la CVJ, on a décidé de cesser de fêter à cette date-là, de telle manière que la date du 13 janvier aujourd'hui n'est plus célébrée et autres. Mais la grande question, pourquoi cette fête-là a été rayée de la carte des célébrations du Togo, mais le nom est resté au boulevard? Et donc nous sommes dit au niveau du Golfe 4 que il faut faire un retour à celui dont on a célébré l'assassinat pendant des années et tout ça, et redonner, donc débaptiser ce boulevard-là et lui donner le nom de Sylvanus Olympio. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous verrez au Togo ici tous les présidents de la République, que ce soit
ceux qui ont assuré, bon, plus ou moins des intérims, hein, le président Dadjo, Nicolas Gruniski et autres, tous, à plus forte raison, le président Yadima, qui a à son actif des boulevards, des avenues, l'aéroport, le camp militaire et autres, ont leur nom sur les boulevards de la capitale. Seul Sylvanus Olympio n'a pas de nom inscrit sur un boulevard, ce que nous estimons être une injustice qu'il faut réparer en redonnant à l'histoire sa vraie vérité. Si je peux parler ainsi, je dis bien vraie vérité. Hein. C'est vrai que c'est une tautologie, mais c'est le cas de le dire. C'est redonner à l'histoire togolaise sa réelle signification. Donc, voilà pour les raisons, les raisons pour lesquelles, parce que nous estimons au GOV4 qu'il n'y a pas de raison que le président français, François Mitterrand, ait une avenue au Togo. Même Georges Pompidou en avait eu, Joseph Strauss et tout ça, c'est Mobutu Sese Seko et autres, Félix Houphouët-Boigny, aient leur nom sur les boulevards et les avenues de notre capitale, et que vous ne trouverez pas l'appareil en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou à Kinshasa et autres, et que le premier président du Togo n'est pas son nom sur. Et donc, nous avons voulu redonner à l'histoire sa vraie réalité. Mais ce que vous venez d'expliquer, elle tient la route, sans doute. Mais vous posez là une question qui est une question nationale, qui sans doute dépasse le simple cadre de Golfe 4, puisque c'est Sylvanus Olympio, quand même, c'est un élément national. Est-ce que ce type de question ne doit pas être réglé ou traité dans un cadre beaucoup plus national? Je ne le crois pas. La loi sur la décentralisation a réparti les compétences. Hein. Vous savez, il y a 3 types de compétences. Il y a les compétences propres des communes que la loi leur donne. C'est la loi qui donne aux communes la compétence de faire ça. C'est listé, adressage, etc., etc., tout ça. Compétences propres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est que les communes qui peuvent faire ça. Il y a d'autres compétences que la loi a estimé être des compétences un peu plus compliquées et qui peuvent dépasser la compétence exclusive des communes. Et ça, on l'a mis dans les compétences partagées. Et donc, on va dire, sur ces compétences-là, vous, communes, vous ne pouvez pas les accomplir toutes seules. Vous les ferez, vous les accomplirez avec le gouvernement, avec les ministères, ainsi de suite. Par exemple, quand on parle de la santé, ça, les compétences données aux communes qui relèvent de la santé. Par exemple, la gestion de ce que nous appelons les centres médico-sociaux. Parce que les hôpitaux, on a estimé que ça dépasse les communes, ce n'est pas de la compétence des communes. Donc, les centres médico-sociaux, c'est des compétences et en compétences partagées que les communes le font avec le ministère de la Santé. Il en est également des écoles maternelles et primaires qui sont de la compétence partagée entre les communes et le gouvernement, donc le ministère de l'enseignement et autres. Et donc, le législateur a estimé que, par exemple, l'adressage des rues, c'est la compétence propre du commune. Parce que au Togo, on n'a pas inventé la roue. Hein. Ce n'est pas le législateur togolais qui a inventé la roue. C'est comme cela que ça se passe dans tous les pays qui ont choisi de décentraliser. Et donc, on donne à la commune le fait de s'organiser sur son territoire en adressant les rues, en leur donnant les noms, en les élargissant, en les rétrécissant, en les fermant, en les dénommant et autres. C'est de la compétence propre. Et donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle les compétences transférées. Ces compétences-là, en principe, sont de la compétence de l'État au niveau du pouvoir central, mais qui peut décider de les déléguer, de les transférer à une commune. Et donc, en les transférant, transfère également, je veux dire, les finances ou les fonds qu'il faut pour que cette commune-là puisse exercer ces compétences-là en lieu et place du pouvoir central. Voilà comment c'est organisé au niveau de la décentralisation. À partir du moment où une compétence relève
de la compétence propre d'une commune, on n'a plus besoin d'aller demander l'autorisation de X ou Y pour le faire. C'est le conseil municipal qui décide de faire en sorte que ce qui est de la compétence propre de la commune se fasse. Mais vous voyez, c'est tout à fait normal. Par exemple, lorsque nous avons décidé au niveau du conseil communal du Golfe 4 de nous saisir de la question de l'assainissement, c'est le premier problème que nous avons réglé dès que nous sommes entrés en fonction, parce que nous estimons que les quartiers qui forment la commune de Golfe 4, que le problème de l'assainissement, de la salubrité est un problème important. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre introduction des inondations, etc. et autres. Et donc, ça, assainissement, salubrité publique, ça relève de la compétence propre des communes. Mais lorsque nous avons commencé, nous ne sommes pas allés demander et tout ça. Et dans le test sur la décentralisation, il est dit que l'assainissement, la salubrité relève de la compétence propre des communes qui l'exercent en partenariat avec ANASAP. Et donc, ce que nous avons fait, la loi le dit clairement, avec ANASAP. Donc, ce que nous avons fait, c'est rentrer tout de suite en contact avec ANASAP et voir ensuite ANASAP qui dispose de matériel assez suffisant pour nous aider à faire et tout ça. Et nous l'avons fait. Et donc, personne ne nous a reproché d'avoir commencé à assainir ou à faire la salubrité dans la commune du Golfe 4 sans avoir posé le problème au ministre et demandé l'autorisation, etc. Compétence propre, la commune assume ses responsabilités en faisant. Bien, et donc, l'adressage aussi, compétence propre, pourquoi devons-nous aller demander l'autorisation ou aller sur la question de l'adressage des rues, est-ce que cette question n'a pas évolué, puisque je crois que la loi a été revue récemment? Oui, mais la loi a été revue, mais ça aussi, c'est le grand problème. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, bon, voilà, au Togo, nous avons choisi de décentraliser. D'abord, ça a été une lutte de longue haleine avant que le pouvoir en place n'accepte. Pendant, il faut rappeler que nous avons plus de 33 ans de délégation spéciale, ce qui est une incongruité puisque la délégation spéciale est prévue pour durer que 6 mois. En tout, au Togo, elle a duré 33 ans. Et donc, c'est de longues luttes que finalement la décentralisation a été acceptée. Et la loi, on l'a révisée jusqu'à la veille de l'élection locale, en violation de la directive de la CEDEAO qui interdit de toucher à des lois relatives à des élections 6 mois au moins avant la tenue de ces élections. Cette loi-là sur la décentralisation a été votée à pleine campagne électorale, c'est-à-dire 4 jours avant, je crois que c'est le 26 janvier. Le 26 janvier 2019, l'élection locale a eu lieu le 30. Le 26 juin 2019, les élections locales ont eu lieu le 30 juin. D'abord, ce qui est une aberration. Et donc, loi révisée et votée, donc, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. 2019. Et donc, l'année dernière, en 2021, elle a connu une première modification. Et ça fait la 3e modification. Il faut dire que nous venons de boucler 3 années du mandat des élus locaux, puisque ce mandat est de 6 ans. Et donc, le 30 juin dernier, ça fait 3 ans que nous avons participé donc, aux élections locales. Donc, nous sommes à mi-mandat. Et donc, en 3 ans, la loi sur la décentralisation a été modifiée 3 fois. Et cette modification-là serait pour améliorer les choses, que tout le monde serait content. Mais ça n'est pas fait pour améliorer les choses, c'est fait pour personnaliser. Ça, c'était votre perception. Non, c'est fait pour personnaliser, puisque c'est parce que Golfe 4 a adressé les rues. Donc, ça veut dire conformément à la loi, telle que la loi le dit, compétence propre, qu'on a trouvé judicieux pour lui enlever cette compétence-là qu'on estime peut-être avoir mis dans la loi parce qu'on pensait qu'aucune commune ne penserait à adresser les rues et autres et tout ça. Et une fois que Golfe 4, avec M. Jean-Pierre Fabre à la tête, l'a fait, on a envoyé la loi pour qu'on enlève l'adressage de la rue et qu'on
on le sorte de la compétence propre des communes pour aller mettre ça dans des conditions complètement incongrues à la compétence du district et tout ça pour certaines communes et à la compétence partagée avec l'État, ce qui est contraire d'ailleurs à la Constitution parce qu'on ne peut pas faire d'inégalité, instaurer une illégalité sous la loi à des entités qui sont les mêmes. Aujourd'hui, la modification qui est intervenue fait que certaines communes ont le droit d'adresser, mais d'autres communes n'ont pas le droit. Et donc, les communes du district qui relèvent du district autonome du Grand Lomé, c'est-à-dire les 7 communes de la préfecture du Golfe et les 6 communes de la préfecture d'Aguenivé n'ont pas le droit. Et le texte le dit que l'adressage, aujourd'hui, l'adressage relève d'une compétence partagée et avec l'État, sauf pour les communes qui relèvent du district autonome du Grand Lomé. Voilà pourquoi je dis que cette loi-là, la modification est un scandale d'ailleurs qu'il faut dénoncer parce que ce n'est pas normal que pour punir ou pour empêcher une commune de travailler, on puisse déléguer ou bien une loi devant une assemblée nationale pour être modifiée de la sorte. Madame, vous êtes juriste et vous savez qu'on dit que la loi elle est due, mais c'est la loi. Parce que devant moi, quand je lis, c'est pas parmi les compétences, là, en ce qui concerne l'adressage des voix, c'est un partage avec l'État. Qu'est-ce que vous allez faire désormais? Est-ce que cela ne met pas fin à l'initiative ou ces initiatives qui sont prises au niveau de Golfe 4? Vous savez, vous avez vu que l'adressage, c'est un sujet que nous avons étudié dès que nous sommes entrés en fonction. Je vous ai dit tout à l'heure que nous venons de boucler 3 années. Nous n'avons pas fait encore que Sanko au Sénégal, lorsque il a été élu maire, le premier acte qu'il a posé, c'est d'adresser les rues. Et ça, personne n'a trouvé bizarre que le premier acte posé par lui, ça soit ça au Sénégal. Parce que là-bas, je vais dire, c'est un pays normal où tout le monde comprend que adresser les rues d'une commune relève de la compétence propre d'une commune. Bon, il l'a fait. Nous ne l'avons pas fait. Parce que nous avons beaucoup, nous nous sommes interrogés ici, parce que nous venons d'arriver, l'adressage, il a fallu que même nous approprions même la notion et autres. Nous avons demandé des formations au niveau du conseil municipal les premières années. Vous verrez dans les archives de la commune du Golfe 4 que ce n'est pas cette année que nous avons commencé à parler de l'adressage. Nous avons eu des formations sur l'adressage, nous y avons réfléchi 3 années avant de décider. Et lorsque nous avons décidé de le faire, nous avons dans un premier temps refait 13 rues. Nous avons dénommé 13 rues. Et la suite, nous avons continué à faire la suite, à nous interroger. Bon, cette rue-là, quel le nom qu'il faut lui donner, quelle est l'explication, quelle est la justification, qu'est-ce qui nous paraît la décision la plus logique, la plus juste, etc. et tout ça. Et donc, nous avons pris une deuxième délibération qui a adressé 100 rues, plus les 13 que nous avons adressées en premier. Et donc, tout ça là, moi je vous le dis, nous l'avons fait conformément à la loi qui nous donne compétence pour ce faire, et nous nous en tenons à là. Et si le gouvernement a trouvé opportun de déférer la loi à l'Assemblée nationale pour qu'on la modifie, ça veut dire que le gouvernement sait que nous avons accompli ces 2 adressages, tout le moins conformément à la loi, et que là-dessus, il ne peut rien nous reprocher parce que c'est la loi qui prévoit. Bon, maintenant, j'ai dit tout à l'heure que moi je trouve saugrenu qu'on règle les problèmes de la République de cette manière-là. Surtout que si nous avons véritablement opté pour la décentralisation, nous ne pouvons pas retirer à chaque fois qu'un maire essaie d'accomplir conformément à la loi sa mission. Nous ne pouvons pas régler le problème en lui retirant la compétence, en faisant modifier la loi et en donnant la compétence qui relève de la commune à une institution qui est le district autonome du Grand Lomé, qui
qui est une nébuleuse dont on ne sait même pas où ça commence et où ça finit. Bien, merci madame. Dans quelques instants, les auditeurs vont devoir vous poser des questions, comme c'est de tradition ici, mais cette question avant, c'est de savoir quelle est l'urgence ou quelle est la... est-ce que ça fait partie des priorités? Parce que c'est cette question qu'on écoute un peu partout. Est-ce que ça fait partie des priorités? Vous savez, je dis, horrifié par la manière de gérer les problèmes des Togolais depuis un moment. Voilà un maire qui accomplit sa mission conformément à la loi. La loi lui donne compétence propre pour adresser un conseil municipal qui fait son travail. Et puis voilà des gens qui sortent et qui disent « Ah oui, mais vous, l'adressage, quelle est la priorité en ce moment d'adresser les rues ?» Mais je peux comprendre, je peux comprendre que ceux qui n'ont aucune raison valable pour dénoncer ou bien pour venir, pour remettre en cause ce que le conseil municipal de la commune du Golfe 4 a fait en application de la loi, puisse se poser des questions aussi tordues. Je peux comprendre. Mais que les Togolais s'approprient de cette question qui relève même de l'aberration pour en faire leur problème et la poser, c'est ça qui me dépasse et que je ne peux pas accepter. Quelle est la priorité? Où est-ce qu'on n'a jamais vu dans un pays l'oppresseur en train de déterminer pour l'opprimer ce qu'est sa priorité? Est-ce qu'on n'a jamais vu dans un pays l'oppresseur dire à l'opprimé, voilà ta priorité, fais ceci, fais cela? C'est comme ça que se pose le problème. Oui, mais je vous avais dit tout à l'heure que la décentralisation a été obtenue de haute lutte. Ce n'est pas que le pouvoir en place a voulu décentraliser. Ça, je peux vous le dire. Oui, mais en fait, est-ce qu'on peut parler d'oppression à ce niveau-là? Oui, on peut parler d'oppression parce que si on enlève, par exemple, à la commune du Golfe 4 aujourd'hui, ou à toutes les communes, du fait que la commune du Golfe 4 a exercé sa compétence pour donner au district autonome, mais on peut parler d'oppression parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui relève de la compétence d'une commune, on lui enlève pour aller donner ça à une institution qui a été nommée, à qui on peut donner toutes les directives, sachant que à la commune peut, se basant sur la loi, faire ce qui... C'est pour ça que je parle en termes de... C'est-à-dire que c'est le pouvoir en place qui n'accueille pas la décentralisation. C'est l'impression que vous avez. Oui, c'est l'impression de bonne volonté, mais ce n'est pas à ce pouvoir central de déterminer, par exemple, on ramène le problème au niveau du Golfe 4 et du gouvernement. Donc, le Golfe 4 décide d'adresser les rues en application de l'article 82 de la loi sur la décentralisation. Le ministre de l'administration territoriale prend une note pour dire ce que vous venez de faire, c'est de nul et de nul effet, je ne reconnais pas. Alors que le ministre de l'administration territoriale sait très bien que la loi ne lui donne pas l'autorisation de revenir sur les décisions d'un conseil municipal par une note, mais de saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour faire annuler tout acte d'un conseil municipal qu'il juge arbitraire ou illégal. Il prend une note et le fait. Et donc, après, on nous dit, à nous, qui avons exécuté la loi, on nous pose la question de savoir, mais est-ce que ce que vous faites là est prioritaire? La question qui se pose. La question qui se pose, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est prioritaire par rapport à quoi? On dit, est-ce que c'est prioritaire par rapport à la vie chère? Est-ce que c'est prioritaire parce que nous avons des problèmes de sécurité? Monsieur Atiegbe, laissez-moi en finir avec cette histoire parce que moi, je ne supporte plus qu'on me pose une telle question parce que je trouve la question idiote et elle abêtit notre population. Non, mais c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire que... Non, excusez-moi. On dit, est-ce que les Togolais sont confrontés au problème de la vie chère? Alors, vous adressez les rues, est-ce que c'est à la commune du Golfe 4 de régler les problèmes de la vie chère? C'est ça la question qu'il faut se poser.
dans les compétences qu'on a données aux communes, ne figure pas le règlement de la vie chère. Le règlement de la vie chère, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État qui sont compétents pour régler ce problème au niveau des Togolais. Ce n'est pas les communes. Les communes, on leur a donné des compétences restrictives. Et c'est dans ces compétences-là que se trouve la décence. Donc, on ne peut pas nous poser la question aujourd'hui de savoir est-ce que c'est priorité par rapport à la vie chère? Est-ce que c'est priorité par rapport à la sécurité? On a compris, madame. À la sécurité, non, excusez-moi, à la sécurité. Je regarde le temps. Oui, Madame, oui, mais donc, il faut, monsieur Atiegbo, il faut nous aider. Il faut nous aider à arrêter, à permettre aux Togolais de comprendre les choses et de poser les bonnes questions et de poser les bonnes questions aux bonnes personnes à qui ces questions doivent être adressées. Alors, quand on veut parler de la vie chère, de la priorité du règlement de la vie chère et des problèmes de sécurité, on ne s'adresse pas à une commune, on s'adresse au gouvernement qui a la responsabilité. Merci madame. Il faut que les Togolais arrêtent de poser cette question. C'est complètement déplacé et ça n'a aucun sens. Madame, je sens que vous êtes en colère là. Oui. Vous ne devez pas être en colère, madame. Non, mais je suis en colère parce qu'à force, ça fait partie quand même des questions qu'on peut se poser. Oui, non, mais c'est-à-dire que non. Mais vous savez que c'est pas des questions. C'est-à-dire que il faut que nos intellectuels arrêtent. On va au téléphone, puisque d'ordinaire, 45 minutes après l'émission, nous devons avoir les réactions des auditeurs, et les tout premiers auditeurs vont se manifester sur les deux numéros de la radio, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Oui, c'est télé. Oui, vous êtes à l'antenne. Ouais, madame, bonjour. Bonjour. Ok, bon, félicitations. Je suis toujours d'avis avec la commune Govka, dont j'habite, vous la savez, pour dire que d'abord, je soutiens fermement la position de récupérer leur compétence de gérer les marchés. Parce que c'est avec ça qu'on peut parler de la priorité d'abord. Et de l'autre côté, si on parle de la priorité des voies, c'est de faire de telle en sorte que les voies sont bonnes. Parce que si je donne un cas de Agia comme à Bobo comme là-bas, madame, vous savez, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de faire ces travaux-là. On est totalement d'accord avec vous. C'est pour cela qu'on demande que le peuple, la population va vous soutenir pour récupérer ce qui est de droit sur les marchés. Maintenant, de l'autre côté, la préoccupation, de l'autre côté, concernant le dressage, lorsque vous voulez donner le nom de Sylvain Solitio, dont le corps est de la frontière, c'est là qu'on parlera de la priorité de ramener les restes de Sylvain Solitio d'abord, et on parlera du reste. Parce que le régime RPTI ne peut pas s'occuper de ce genre de choses, des indépendantistes, les noms de tout ça là. Il ne va pas vous accepter. Dernièrement, c'est parce que vous l'avez enlevé le nom de la grand-maman du président actuel, il ne va pas vous accepter. Et il faut faire de telle manière que mettre un peu de l'eau dans le verre pour donner le nom de maman Daïda, et il va vous accepter ça. Merci beaucoup, Pelé, pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez une réaction à faire après cette... Oui, bon, il a parlé de Aguiakome, Abobokome et autres, bon, en le disant, c'est le problème de l'EPAM. Je crois qu'il sait très bien que ça, c'est encore une incongruité et une entorse à la décentralisation, qu'il y a deux marchés qui relèvent de la compétence propre, gestion des marchés, de la commune du GOFCAT qui ont été enlevés au GOFCAT pour être donnés à l'EPAM, et que dans la gestion d'un de ces marchés, qui est le marché le grand marché d'Adaoulato, l'EPAM collecte des taxes, toutes taxes confondues, dans 8 quartiers sur les 27 que comporte la commune du GOFCAT. C'est-à-dire les quartiers comme appelé Aguiakome, Abobokome, Anagokome, Zangaratime, Adaoulato, Abandaronu, etc. et autres, et Beniglato et autres. Les PAM collectent là-bas. Sans que les PAM n'exécutent, qui n'est pas une collectivité locale, n'exécute aucune des charges liées à la collectivité. J'ai parlé de l'assainissement et de la salubrité tout à l'heure. Et donc,
Ce qu'il dit, c'est que les rues là-bas sont complètement défoncées. Les caniveaux remplis. Les PAM a eu l'outrecuidance de débuter des travaux d'assainissement qui ne relèvent pas de sa compétence, les a laissés en plan, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces quartiers-là sont dans des conditions d'insalubrité pas possibles. Bien évidemment, la question qu'il pose, c'est que si le fait de refaire, j'ai dit l'adressage, c'est de la compétence propre des communes. Si c'est que la commune du Govka collectait là-bas et mettait, et jusqu'à présent on le fait dans tous les cas, l'assainissement, la salubrité, l'éclairage public, tout ça. Dans ces quartiers-là, c'est la commune du Golfe 4 qui s'en occupe, pendant que c'est les PAM qui collectent les fonds et autres. Et donc, si on nous donne les moyens, ou bien on nous laisse prendre nos moyens nous-mêmes pour pouvoir faire la salubrité et tout ça, ce problème-là sera réglé. Maintenant, en ce qui concerne la priorité, ramener le code de civil, est-ce que c'est à la commune? Voilà pourquoi je me fâche tout à l'heure quand je criais un peu sur le fait que les gens ne posent pas la bonne question. Il dit, la priorité c'est de ramener le code de Sylvanus Olympio avant de... Est-ce que c'est de la compétence de la commune du Golfe 4 de ramener le code de Sylvanus Olympio? C'est ça la question. Est-ce que c'est de la compétence de la commune du Golfe 4 de ramener les restes de Sylvanus Olympio au pays? Par contre, c'est de la compétence de la commune du Golfe 4 de donner le nom Sylvanus Olympio au boulevard. Voilà ce que... Parce que nous travaillons en application de la loi. La loi ne nous donne pas compétence pour ramener le code de Sylvanus Olympio, mais elle nous donne compétence pour Oui, adresser. bonjour. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Bienvenue à Madame Isabelle Armand. Merci. C'est elle, non? Oui, c'est elle. Quel est votre nom, vous? C'est Jean Diabolette. Jean, allez-y. Je voudrais poser une question très pertinente à Madame Isabelle Armand. Elle n'a qu'à se calmer pour me répondre. Je suis très calme, monsieur. Madame, s'il vous plaît, si je peux vous parler là-bas, c'est très bon. Mais s'il faut que cela s'exécute, ce que vous dites, c'est très bien. Mais c'est la non-alternance au Togo qui prouve tout cela. Et vous êtes à la base de la non-alternance. Je m'explique. Je ne sais pas comment vous faites vos accords TBT, renouvelés, quoi là. L'UNI n'avait pas eu le nom de l'UNI, c'était RTT. Je crois que dans ce genre de réunion, l'UNI même a amené sur sa table à la fin du premier mandat de forme en disant que bon, si vous voulez l'alternance, nous allons considérer de 2007 à 2010 comme nul. On va démarrer sur une nouvelle base, donc il faut aller aux élections. De 2010 à 2015, ça fait 1, de 2, de 10 à 20. 15 à 20, ça va faire 2 mandats, puis c'est fini, il va plus se présenter. En ce temps, vous étiez, je m'explique encore, vous étiez, Fabre était le chef de file de l'opposition. Il a claqué la porte. Et à son âme, fait à Boïbo. Il a dit, mon enfant a fait venir. Ce que nous avons fait, ça fait des années là. Combien 10 ans pour réaliser ce que nous demandons, c'est bon, on n'a qu'à signer ça. Et vous avez claqué la porte. Si aujourd'hui nous sommes là, la tenante ne vient pas, vous êtes à la base, répondez-moi à la question. C'est une question ou c'est une affirmation? C'est pas une question, monsieur. Vous avez affirmé que nous sommes à la base de la non-alternance dans ce pays parce que nous avons claqué la porte. Encore que, je ne sais pas si vous étiez là quand nous avons claqué la porte. Nous n'avons pas du tout claqué la porte. Nous étions à l'Assemblée nationale et si je me mets à vous raconter les péripéties, vous parlez des réformes là. La péripétie des réformes, lorsque ça s'est passé, ce n'est pas comme vous le dites là, que ça s'est passé parce qu'il y a une loi que le gouvernement a amenée à l'Assemblée nationale. Nous, de l'opposition, nous l'avons voté, le gouvernement, les députés de la majorité à l'époque à l'Assemblée nationale avaient voté contre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça, vous n'en parlez pas, vous dites qu'on a claqué la porte et tout ça. Mais non, on n'a pas claqué la porte. Nous avons déposé aussi proposition proposition de loi de révision constitutionnelle sur la base desquelles des discussions ont eu lieu. Ça a été mis en sourdine. On est revenu là-dessus. On a refait. Entre-temps, c'est vrai que l'opposition qui s'est mise ensemble pour déposer la proposition de loi
il y a certaines parties de l'opposition, dans le cas, qui sont revenus pour dire, bon, c'est vrai, vous voulez, tout ça, nous vous l'accordons, etc. Est-ce que à l'époque, à l'Assemblée nationale, cette proposition a faite par le cas, je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, c'est fait par le cas et a dit. Est-ce que cette proposition a été acceptée par les députés de UNI qui étaient à l'Assemblée nationale? Alors, pourquoi vous nous mettez la non-alternance sur la tête? Ce n'est pas nous qui fraudons les élections pour se maintenir au pouvoir. Ça fait 60 ans que ça dure et tout le reste. Nous ne sommes intervenus à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les réformes parce que nous avions, lorsque nous avons donné notre voix au peuple pour qu'on nous élise à l'Assemblée nationale, nous avons dit que nous voulons faire les réformes. Les réformes telles que le peuple togolais les voulait, c'est ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Donc, nos électeurs, nos populations qui nous ont donné mandat pour les représenter là-bas, c'est ce que nous avons fait. Et donc, aujourd'hui, si vous nous donnez vous nous mettez la responsabilité de la non-alternance sur vous dites, non, on a compris, madame. Moi, Allô, bonjour. Je ne suis pas d'avis. Oui, vous êtes à l'antenne. Monsieur Avogadro. Vous êtes femme? Oui. Là, j'ai deux questions à poser au maître Isabelle. D'abord, il y a ce qui circulaire sur les réseaux sociaux concernant la violation de Dr Abdoul Kojola. Je ne sais pas si l'affirmation est vérifiée. D'abord, si l'affirmation est vraie, j'aimerais vous poser la question en tant que leader d'une partie politique et en tant que femme et puis quelqu'un qui connaît la loi. Comment elle pense gérer cette situation-là? Est-ce que je m'ai posé la question si ces auteurs-là resteraient impunis ou bien parce que la docteur Aguirre, il est de la CMK, donc cette affaire-là ne concernait pas les gens de la RIC. C'est la deuxième question. Il y a de cela, c'était en 2013 qu'on est venu enterrer Etienne Yakamo, un militant de la RIC. Il a dit cela fait plus de temps. Mais l'opposition peine toujours à retrouver les moyens pour la vraie alternance que les gens qui sont donnés à lui, d'autres sont devenus des handicapés, d'autres à l'essai, d'autres sont devenus des prisonniers. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de la tyrannie entre les partis politiques là. Comment elle comprend cette situation-là? Merci. Bien, merci. Sur la première partie de la question, nous avions posé cette question déjà, et sans doute que vous n'avez pas été là au début de l'émission, mais notre invité va se faire le devoir de rappeler sa position sur cette question qui avait été soulevée cette semaine par Aguirre Mekodio et les proches d'Aguirre Mekodio. Une de ses filles a été violée le dimanche 26 juin dernier. Oui, on l'avait dit en début d'émission. Bon, j'avais condamné le fait. J'avais dit également que je n'ai pas toutes les informations et je n'aime pas rentrer dans des informations, des faits que je ne maîtrise. J'ai appris, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux et autres. Mais en attendant de vérifier, j'ai condamné parce que rien ne peut justifier une abomination pareille. Maintenant, la personne pose la question de savoir comment je vais gérer ça. Bon, je veux dire, c'est un crime, je l'ai dit. Hein, c'est un crime, donc un acte très grave à la loi pénale et à la femme qui révolte, la femme que je suis. Mais ce n'est pas à moi, Isabelle Amekanvi, de gérer la situation. C'est aux autorités pour pouvoir diligenter les enquêtes idoines pour déterminer ceux qui sont les auteurs d'une abomination pareille, et ensuite aux autorités judiciaires de se saisir et de sanctionner une fois qu'on aura trouvé les auteurs et autres. Moi, je ne peux que m'associer à la douleur de la victime, dénoncer le fait et exiger que les autorités fassent leur travail de lumière sur cette affaire-là. Mais ce n'est pas moi qui peux gérer ce problème. La deuxième partie de la question porte sur la difficulté de l'alternance dans notre pays. C'est une question qui revient presque tous les dimanches. Oui, bon, la difficulté de l'alternance,
c'est vrai que lorsque on met la responsabilité sur l'opposition, mais il ne faut pas que les nôtres oublient aussi hein, que nous sommes dans un pays où on vient de parler de la décentralisation tout à l'heure, avec tous les problèmes que nous rencontrons en ce qui concerne sa mise en œuvre, lesquels ces problèmes-là sont créés hein, par le gouvernement lui-même, et pour ne pas dire même le ministère de tutelle des communes, qui est censé régler le problème des communes et autres. C'est au niveau de là que le problème se trouve. Donc, la difficulté de l'alternance, si on peut relever que l'opposition a peut-être commis des erreurs, on ne peut pas mettre la non-alternance sur le dos de l'opposition, parce que l'opposition, elle, se bat pour pouvoir d'abord venir au pouvoir, parce qu'il faut le dire, les partis politiques, la proportion des partis politiques, c'est de se battre pour exercer le pouvoir d'État. Mais dans l'opposition, on se bat pour pouvoir faire changer les choses au Togo, instaurer la démocratie et l'état de droit, parce qu'on estime que nous sommes en déficit démocratique et nous sommes en déficit en ce qui concerne l'état de droit. Et donc nous menons une bataille contre un régime qui est réfractaire, à accepter que la démocratie s'installe. C'est ce que nous faisons. Et donc, à notre corps défendant, nous nous battons. Nous sommes dans une lutte. En Afrique du Sud, les gens se sont battus pendant plus de 30 ans contre l'apartheid et tout ça, et on finit par gagner. Et donc, à chaque fois, lorsqu'il n'y a pas alternance, qu'on dise, c'est de votre faute, parce qu'à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas fait ceci, c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas fait cela, comme si le régime qui est là veut véritablement c'est une erreur de raisonner comme ça. Le fond de la question de l'auditeur aussi, c'est en partie vrai dans le sens où sur les réseaux sociaux, comme il a effleuré, il y a une guerre quand même là entre les acteurs de l'opposition. Comment mettre fin à cette guerre? C'est de cela qu'il s'agit aussi. Oui, vous savez, si nous étions tous d'accord sur la manière de faire la politique, dans un pays ou bien dans une sphère démocratique, nous exigerons que tout le monde fasse de la même manière, que tout le monde pense de la même manière. Malheureusement, même dans l'opposition, nous pouvons dire que nous n'avons pas, il n'y a pas un seul parti politique de l'opposition. J'ai toujours dit, j'ai toujours affirmé qu'au niveau de l'opposition, comme d'ailleurs au sein du parti au pouvoir et de ses alliés, ben, il y a les sociodémocrates, il y a des socialistes, il y a toutes les tendances politiques possibles qui se retrouvent de part et d'autre. Donc, mais il faut que les Togolais qui se battent pour l'alternance, qui se battent pour la démocratie, sachent que quand bien même on est des partis de l'opposition, on n'est pas obligé de penser, de faire les choses de la même manière. C'est peut-être pour ça que il y a une centaine de partis politiques. Quand on a ouvert sur la démocratie et le multipartisme, il y a plus de... D'ailleurs, des partis politiques continuent à se créer jusqu'au jour d'aujourd'hui, et donc forcément, on ne peut pas penser les choses de la même manière. Maintenant, ramener les choses, ramener cela à la guerre qu'il y a aujourd'hui. Moi, je suis désolé aussi de ce que je vois sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire que ça relève de la politique. La manière dont, surtout au sein de l'opposition, les partis politiques se traitent entre eux et tout ça, mais il faut voir d'où ça vient, d'où ça commence. On a vu dans ce pays un archevêque émérite aller sur les radios traiter un leader politique de judas, de corrompus, de voleurs et de tous les noms et tout cela. Donc c'est peut-être de là aussi la source du problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de mettre fin à tout ça? Oui, mais je pense qu'il faut mettre fin à tout ça. C'est vrai, moi je n'ai jamais été d'accord que ça ait même commencé. Mais est-ce que c'est nous qui avons commencé? Est-ce que c'est moi qui ai commencé? Est-ce que c'est à moi de mettre fin? Puisque ceux qui ont introduit ça dans la vie politique du pays continuent toujours à alimenter cette manière de faire la politique.
je le précise encore, qui n'est pas la meilleure manière de faire la Merci. politique. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom. Allô, Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? monsieur David. David. David, allez-y. Salut le plateau. Ouais. Madame, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Moi, je comprends que le pouvoir ne veut pas que on va de mettre c'est les maires de l'opposition qui ont réagi ceci et cela. C'est très clair. Ils ont bloqué dans tous les domaines. Ma question est que vous contestez entre vous, les maires de l'opposition. Et la deuxième question, c'est que vous n'allez pas changer la politique au Togo parce que dans tous les domaines, le pouvoir a tout confisqué et vous a bloqué. Le même candidat de maintenant, ils vont se pas électoral, présidentiel, pareil. Est-ce que vous pensez faire la politique autrement? Ça ne va pas. Merci, bonne émission. Bien, merci. Bon, la première question, est-ce que nous nous concertons entre nous, maires de l'opposition? Bon, d'abord, il faut relever qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais sur certaines questions, je peux dire oui. Pour ce qui nous concerne, nous nous concertons sur un certain nombre de questions. Mais la concertation n'oblige pas comment dire, à l'entente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si nous nous concertons, nous ne pouvons pas obliger, je parle de la commune du Golfe 4, ça, hein, nous ne pouvons pas obliger les autres maires qui sont autonomes et responsables dans leur commune, bon, à faire comme nous, par exemple. C'est-à-dire que chaque maire, chaque conseil municipal imprime à son mandat la volonté de faire et la manière dont ils veulent faire. Et donc, ce que le Golfe 4 juge important, juge prioritaire, puisque c'est le terme utilisé, priorité, peut-être n'est pas la même chose que ce que l'autre commune lambda juge prioritaire et nécessaire pour se faire. Et donc, la concertation, oui, mais chaque maire et chaque conseil municipal décide, voilà, de la politique qu'il veut imprimer à son mandat. La suite, la politique autrement. La politique autrement, moi, je suis dans un parti politique qui se bat sur des principes, des principes de détermination, de voir gouverner ce pays autrement. Et pour ce faire, nous nous battons sur des principes liés à la vérité. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous faisons la politique au niveau de l'ALC. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, les partis politiques qui se retrouvent dans ces principes-là, avec nous, nous cheminons ensemble. C'est vrai que l'ANC a été l'un des partis qui a participé à tous les regroupements de l'opposition, que ce soit le CST, la C14 et autres. Bon, nous avons toujours été de ces regroupements-là. Mais lorsque nous sommes dans ces regroupements et que les choses ne se passent pas comme nous l'aurons souhaité et que la plupart du temps les choses ne se passent pas dans la vérité, dans la confiance et qu'en cours de route vous finissez par perdre confiance et autres, vous ne pouvez pas être obligé d'évoluer dans un regroupement où la confiance, la sincérité aux autres n'existe pas. Et donc, tous les Togolais qui ont vécu l'essai de l'opposition dans les regroupements et tout ça, je crois que tous les Togolais savent où est-ce que ça a failli, quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Mais nous ne décourageons pas. Nous ne nous décourageons pas. Nous estimons que, bon, quand il y a lieu de faire une unicité d'action contre combat qui est commun pour nous, nous le ferons. Mais on ne peut pas nous obliger
à nous unir en rond lorsque cette union-là n'est pas basée sur la sincérité, n'est pas basée sur les mêmes, la même vision des choses. Ça ne peut donner que les résultats. Revenons à la commune Golfe 4. On sait très bien que la question de l'adressage des rues, c'est une question qui fait l'actualité. On a noté les positions qui sont celles du préfet d'abord et puis après du ministre. On a vu les décrets qui ont été pris ces derniers jours. La question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Parce que là, vous avez rebaptisé un certain nombre de rues. Le préfet n'est pas d'accord, le ministre n'est pas d'accord, et puis aussi la loi a été revue. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais ce qui va se passer, vous savez, je suis quand je lis, bon, enfin, les opinions des uns et des autres sur les réseaux sociaux, je souris et je dis que pour le pouvoir en place, ce qui est bien pour lui, c'est que les Togolais ont tendance à avoir la mémoire courte. C'est dans ce pays que nous avons, il n'y a pas longtemps, où on nous avait chanté « La loi n'est pas rétroactive, la loi ne vaut que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. » D'accord? On nous l'a chanté et j'ai vu celui qui est le chantre de cette chanson-là, monter sur les réseaux sociaux la dernière fois pour dire que l'adressage de la rue, ce n'est pas de mettre une plaque sur une rue. C'est qui? Qui lui a dit, qui lui a dit, non, il se reconnaîtra. C'est un ministre qui lui a dit que au Golfe 4, nous avons pensé avant d'adresser que c'est seulement mettre une plaque sur les rues qui est l'adressage. Nous sommes loin, très loin devant lui, parce que si lui pense que l'adressage pour nous, ça a été mettre une plaque sur nous, c'était ça. Et donc, le chantre de la loi n'a pas d'effet rétroactif. Ben, moi, je lui renvoie les effets de la modification qu'on vient de faire au forceps au niveau de l'Assemblée nationale, plus les décrets et tout ça, pour rappeler que, voilà ce que je dis. Que pour vous, la loi n'est pas rétroactive. Si dans ce pays, la priorité du gouvernement, c'est de décentraliser en centralisant. La priorité du gouvernement, c'est d'enlever, c'est de prétendre donner aux communes la propension de pouvoir faire la décentralisation, développer les communes, mais en leur retirant à chaque fois, à chaque année, à chaque semaine, les prérogatives qui sont les leurs pour les donner à un district autonome. Si c'est ça qui est la priorité du gouvernement, nous, au Golfe 4, nous avons décidé que 3 années après notre mandat, à mi-mandat, notre priorité, c'est d'adresser les rues. C'est ce que nous avons fait en conformité à la loi. Noté, et les effets de la délibération, des 2 délibérations municipales merci, allô. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, quel est votre nom? Oui, c'est Aninefa. Aninefa. Oui. Vous nous appelez de quel golfe? Je suis depuis Avatam. Avatam, mais c'est quel golfe là-bas? Avatam, golfe. Ok, allez-y. Ok. Ok, je vais poser une question à Madame Isabelle. Oui. En 2015, la NC nous avait dit pas de réforme, pas d'élection. Après tout, ils ont participé aux élections et ils ont été partis. Et en 2020, après la proclamation des résultats, et avant la proclamation, ils avaient dit qu'ils ont reconnu qu'il y a 2 candidats qui sont en avance. Après le résultat, Aglino qui a donné son résultat, il s'est un peu proclamé. Et la NSF demandait à Aglino d'aller amener les prix. Mais je voudrais savoir, est-ce que l'ANC a amené ça à amener les prix aux élections? C'est vrai qu'en 2010, ils ont bien gagné les élections. Mais est-ce qu'on les a demandé également les prix? Mais les autres les ont supportés. Et à Aglino a marché avec eux pendant 5 ans. Mais je voudrais savoir, est-ce que après l'unité, Madame Isabelle avait dit qu'il va combattre le cas au même titre que le parti de pouvoir pour les élections de l'automne. C'est-à-dire que je voudrais savoir,
est-ce que l'ANC peut partir du pouvoir pour pouvoir passer en tous les temps, parce que si vous jouez dans une unité, c'est noté, cher ami. Cher ami, c'est noté. Annie Defa, depuis un matin même, madame. Oui. Bon, d'abord, pas de réforme, pas d'élection. Bon, les gens racontent cela et tout ça, mais nous étions dans une situation bien déterminée en 2015. Hein, bon, moi, je voudrais dire que ceux qui affirment cela, bon, nous rapportent la preuve de comment est-ce que ça a été dit et dans quel contexte cela avait été dit. De toute façon, on est en train de parler de 2015. Nous avons, notre candidat avait participé à ces élections-là et autres. Et en 2015, s'il se rappelle, nous avions fait un mémorandum sur ces élections-là où nous avons apporté les preuves des fraudes que nous avons contestées. Ces élections-là, nous les avons contestées à l'époque et nous avons, par ce mémorandum-là qui a été rendu public, apporté les preuves des fraudes que nous avons eu dans les bureaux de vote où il y avait eu plus d'électeurs que d'inscrits, etc. et autres et tout ça. Bon, nous avons apporté les preuves à travers ce mémorandum-là. Ensuite, en 2020, on a dit que 2 candidats étaient en avance. C'est vrai, c'est ce qu'on avait dit. Parce qu'au moment où on compilait, on avait vu par rapport à nos résultats, parce que nous compilions aussi par rapport à nos résultats, que c'était 2 candidats et pas nous qui étions en avance. Et donc nous l'avons dit. Mais entre-temps, ce qu'il ne dit pas, c'est que nous avons dit dans le même communiqué, nous avons dit que nos appareils et autres avaient été piratés, que nous n'arrivons plus à faire la compilation et autres. Ensuite, après cela, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO en annulation de ces élections-là, que nous avons estimé être les plus corrompues, les plus frauduleuses que le Togo ait jamais connues. Et donc, nous avons estimé que ces élections étaient tellement frauduleuses qu'on ne pouvait même pas dire que c'était des élections pour dire qu'il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant et autres. C'est pour ça que nous avons fait un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO en annulation. Maintenant, si l'un des 2 candidats que nous avons reconnus être en tête, parce que nous n'étions plus être en tête, dit qu'il a gagné les élections, pendant que son représentant qui se trouve à la CENI valide un rapport disant que c'est son concurrent qui a gagné les élections, il y a problème. À partir de ce moment-là, si ce candidat-là, au lieu d'aller revendiquer sa victoire comme nous l'avons fait au moment où nous nous sommes présentés et nous avons estimé que nous avons été volés, nous l'avons fait. Si ce candidat-là veut que ce soit l'ANC qui vienne revendiquer sa victoire à ces lieux et places, mais il faut qu'il apporte la preuve à l'ANC de sa victoire, pendant que l'ANC, elle dit que l'élection a été tellement frauduleuse qu'on ne peut pas parler de vainqueur et de vaincu. Et donc voilà, Madame, c'est la question de en ces termes que se pose le problème. C'est la question de 2020 qui revient chaque fois. Vous dites que c'est l'élection la plus frauduleuse sous les démocratiques, visiblement. Madame. Oui, bien sûr. Oui, mais comment vous qualifiez cette élection par rapport aux élections de 2015 et 2010, au cours desquelles également votre candidat Jean-Pierre Fabre, par exemple, a dénoncé un certain nombre d'irrégularités. Pourquoi vous constatez que celle de 2020 est beaucoup plus frauduleuse? Est-ce que c'est parce qu'au final, est-ce que c'est parce qu'au final, votre candidat est arrivé en 3e position? Non, c'est parce que cette fois-ci, nous n'étions pas à la CENI. Les autres fois, nous avions été à la CENI. Et donc, en amont comme en aval, nous avons essayé et nous avons fermé beaucoup de robinets aux fraudes. Par notre action, nos dénonciations et autres. Cette fois-ci, nous n'avons pas été à la CENI. Et je dis, le candidat dont on parle, qui prétend aussi, et tout ça, avait, lui, son représentant là-bas. Il semble que ce représentant n'était pas au pays à cette époque. Ah oui, mais si le représentant n'était pas au pays, c'est ni à moi, Isabelle Amegavi, ni à l'ANC qu'il fallait s'y prendre. Hein. Nous, nos représentants, lorsque nous étions à la CENI, il ne viendra à l'idée d'aucun de nos représentants à la CENI de voyager au moment où des élections avaient lieu ici. Et donc, ces questions-là,
on ne les pose pas, c'est toujours le même problème. On ne les pose pas aux bonnes questions, aux bonnes personnes. Cette question, il aurait fallu poser cette question aux représentants du candidat en question qui était là à la CENI. Il aurait fallu poser cette question-là à ceux qui sont à même de répondre à cette question, pas à l'ANC qui avait été candidat aussi à la même élection. Donc, je peux dire que ce candidat et l'autre étaient même des concurrents à cette élection. C'est complètement... Il y a que... Madame Sanoté, non, il y a que... puisque les personnes... Monsieur Atougbé, laissez-moi terminer. Il y a qu'au Togo qu'il y a ces... Voilà des gens, deux candidats, plusieurs qui vont à des élections et tout ça. Et puis, l'un reconnaît que, bon, lui, au premier tour, il n'est plus dans la masse et que deux candidats se sont dégagés et sont devant, mais que l'élection a été frauduleuse et autres. Maintenant, les deux candidats prétendent avoir gagné. Il y a un qui prenant j'allais dire en otage les institutions de la République, on le proclame vainqueur, et puis il y a l'autre qui dit qu'il a gagné aussi, et qui proclame 72%, je ne sais pas quoi, de pourcentage et autres. Mais qui vient demander à un concurrent perdant de venir réclamer sa victoire en ciel, lieu et place. Moi, il n'y a que Togo que je Madame, vous n'êtes pas la bonne personne. C'est pas la bonne. Oui, madame, j'ai compris. Il nous reste 4 minutes, madame. Je voudrais savoir comment est-ce que vous gérez la situation des inondations au niveau de la commune Golf 4, si inondation il y a. Parce qu'il nous reste 4 minutes. C'est des questions importantes. Vous ne pouvez pas dire si inondation il y a. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une surprise là-bas. Oh non, vous savez que l'inondation n'est pas typique au Golf 4. L'inondation, je dirais, c'est un problème national, disons comme ça, mais un problème spécial au Golf 4 aussi, puisque nous sommes en flanc de colline, et donc tous les eaux de ruissellement qui viennent de la colline et tout ça se déversent et tout ça, et le Golf 4 est traversé donc par la lagune. Et donc voilà pourquoi ce problème se pose de manière cruciale, si on peut le dire ainsi, au Golf 4, mais à toutes les communes, disons à toutes les 13 communes du Grand Lomé. Alors, comment nous réglons ce problème? Nous le réglons, je vous avais dit tout à l'heure que quand nous sommes arrivés, c'était le premier problème auquel nous avons fait face, assainissement et salubrité publique. Et donc, dans l'assainissement et la salubrité publique figure donc ce problème lié à l'assainissement. Et lorsque vous passez dans la commune devant la lagune, vous verrez que les gens sont tout le temps à l'œuvre en train d'enlever les nénuphars et autres et tout ça pour pouvoir déboucher les canaux qui drainent l'eau vers la mer et autres. La dernière fois, lorsqu'il y a eu la grosse pluie, bon, je crois du mois dernier et autres, vous avez vu que avec les maigres moyens dont nous disposions, parce que régler ce problème d'inondation, c'est très difficile, ça nécessite d'énormes moyens. Nous avons essayé de faire ce que nous avons pu en dotant la commune de 30 motopompes avec lesquelles que nous avons distribué dans tous les quartiers, avec lesquels nous avons parlé aux plus pressés. Également, après le pompage des eaux des maisons et autres, nous avons distribué du chlore aux gens pour désinfecter. Vous savez, les puits et autres. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et donc, je dis, et là, je veux lancer un coucou. Et quand on fait bien, on le dit aussi. À Anazap, avec qui la loi nous demande sur l'assainissement et la salubrité de travailler, qui fait ce travail-là en partenariat avec nous. Et donc, voilà comment nous gérons le problème de l'inondation. Encore quelques deux questions très difficiles pour clôturer cette émission. Dans votre commune que nous avons le grand marché de Lomé, c'est ce grand marché de Lomé qui a brûlé en 2013. Et les Togolais veulent savoir, est-ce que c'est fini pour le grand marché de Lomé? Monsieur Atioui, très bonne question, mais vous ne la posez pas à la bonne personne. Pourquoi? Parce que le grand marché de Lomé, je vous l'ai dit tout à l'heure, est bien installé sur le territoire du Golfe 4, mais sa gestion a été enlevée pour être donnée à l'IPAM, une institution qui,
moi je l'appelle une nébuleuse finalement, et autres. Et donc, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va le faire? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, puisque le grand marché de Adaolato n'est pas dans l'escarcelle de la commune du Golfe 4. Sa gestion lui a été enlevée pour être donnée à l'IPAM qui le gère et qui gère au même moment que ce marché 8 autres quartiers de la commune du Golfe 4. Et donc, voilà. Et c'est avec tristesse et horreur que je vois que 13 années après l'incendie de ce marché, on en est encore là à se poser la question aux mauvaises personnes. Bien, on a compris. La dernière question. On va faire de ce marché. Cette dernière question, c'est pour la bonne. C'est vrai que les bonnes femmes viennent nous voir à la mairie pour nous poser la même question. Hein? Madame, sans doute que vous êtes la bonne personne sur la dernière question. La dernière question, c'est votre conclusion. Votre conclusion. Ma conclusion, c'est... Bon, je l'avais dit tout à l'heure, c'est la première fois que je viens dans vos studios et j'espère que c'est une première fois qui augure de passage régulier pour venir expliquer aux Togolais l'actualité, les problèmes, ce que nous faisons, surtout au niveau de la commune du Golfe 4 et tout ça et autres. Mais je veux dire aux auditeurs et principalement aux populations de la commune du Golfe 4 que nous avons décidé d'être là pour elles. Et tout ce que nous faisons dans l'intérêt de nos populations, pas dans les nôtres propres, et que nous allons continuer à le faire ainsi pour pouvoir demain avoir le courage de les regarder en face et de leur rendre compte de ce que nous avons fait du mandat de 6 ans qu'ils nous ont donné à l'effet de les représenter. Merci beaucoup, au niveau de la commune. Merci beaucoup, Maître Isabelle Avégarvi. Je rappelle que vous êtes l'adjointe au maire de la commune Golfe 4, également vice-présidente de l'ANC et avocat au barreau du Togo. L'émission, elle s'achève, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Selasboga Koudoyo pour la mise en œuvre technique. Moi, je suis Pierre Watiobé. Prochain rendez-vous au D12 dimanche, 12h. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.